Donc, les maladies chroniques sont un enjeu de la transformation du système de santé. Fut un temps où rendre une maladie chronique était notre idéal, tellement nous manquions de traitements. Rappelons que 3 des 5 enfants de Louis Pasteur, celui qui met au point le vaccin contre la rage, moururent en bas âge, lors de la première moitié du XIXe siècle. Quant à Louis XIV, il eut 6 enfants légitimes de son épouse, dont un seul survécut jusqu'à l'âge adulte. L'espoir d'hier était qu'il vive, car la vie a toujours été considérée par certains comme une maladie chronique. La situation de l'humanité n'a pas tellement évolué depuis l'Antiquité jusqu'au XIXe siècle. Cependant, l'inefficacité ne dissuadait pas les médecins d'exercer, des médecins pédants et peu crédibles, dont se gaussait Molière. C'est réellement à partir de la Renaissance que la connaissance objective du corps se développe. La médecine pré-scientifique était marquée par la prudence médicale, hippocratique. On disait primum non nocere, d'abord ne pas nuire. Il n'est pas si loin ce temps où le corps et l'esprit étaient perçus comme une même chose, vus sous 2 angles différents, par Spinoza. Grâce au progrès de la médecine, ces mêmes maladies chroniques se sont transformées, aujourd'hui, en fardeaux médico-économiques et en challenge organisationnel pour notre système de santé. Aujourd'hui, près de 24 millions de Français souffrent de maladies chroniques. Certains en cumulent plusieurs, alors que plus de 11 millions d'entre eux bénéficient du dispositif affection longue durée, dont la liste s'agrandit constamment, comme en témoigne la récente reconnaissance de l'endométriose sévère. Parmi elles, on note les maladies cardio-neurovasculaires, le diabète, les cancers, les affections psychiatriques chroniques et bien d'autres. Le vieillissement de la population est prédictif de leur augmentation pour les femmes autant que pour les hommes. Malgré une époque encore récemment focalisée sur le risque infectieux, les maladies chroniques restent la principale cause d'incapacité et de décès, puisque 71% des 59 millions de décès annuels dans le monde leur sont imputés. Pour illustration, 18 millions de décès sont dus aux pathologies cardiovasculaires et 9 millions au cancer. Alors que 100 milliards d'euros de dépenses de santé de l'assurance maladie sont déjà liées à la prise en charge de ces maladies chroniques, l'amélioration diagnostique, les innovations thérapeutiques, ainsi que les handicaps chroniques induits devraient vraisemblablement faire augmenter ces dépenses. Bien qu'il ait fallu 60 ans à l'humanité pour gagner 14 ans d'espérance de vie, grâce au progrès de la médecine, on déplore encore de grandes inégalités. Par exemple, on constate 7 ans d'écart d'espérance de vie dans notre région Île-de-France entre les plus riches et les plus pauvres. À ces inégalités sociales s'ajoute le fait que la médecine contrainte ne peut répondre correctement aux attentes de tous nos patients, ainsi que la carence en personnel paramédicaux. La moitié de notre milliard de consultations médicales annuelles en France servent à gérer des symptômes pour lesquels nous prescrivons des médicaments dans plus de 90% des cas, accordant un temps trop limité à nos patients. Ainsi, nous gaspillons beaucoup avec cette médecine dite prescriptive, puisqu'une boîte de médicaments sur 2 est jetée à la poubelle, soit 7 milliards d'euros par an. Si le leur qu'est l'espérance de vie a grandement augmenté, 86 ans pour les femmes et 80 ans pour les hommes, cette augmentation n'est pas corrélée à la même croissance de l'espérance de vie en bonne santé, qui est de moins de 64 ans. Ces écarts s'accentuent avec le temps, car nous maintenons de plus en plus en vie une grande partie de notre population, sans forcément y associer la qualité de vie en regard. En d'autres termes, nous créons des maladies chroniques. En transformant certaines maladies aiguës, autrefois mortelles, grâce aux progrès médicaux. Pour exemple, le sida ou certains cancers métastatiques, avec lesquels on peut vivre souvent très longtemps. Certains diraient que l'espérance de vie en bonne santé n'augmente pas à cause de la gestion de notre hôpital. C'est en grande partie faux. Par exemple, en Suède, l'espérance de vie en bonne santé est de 8 ans supérieure à la France, 72 versus 64 ans, avec un nombre d'hôpitaux 3 fois moindre. Il va falloir donc repenser notre système de santé et de prise en charge des maladies chroniques, bien au-delà des problématiques de l'hôpital. Notre société a probablement confondu la médecine et le progrès technique. Elle a probablement oublié notre mission de prendre soin pour rationaliser les soins et a laissé s'instaurer la dérive d'une médecine à l'acte. Un des défis de notre recherche médicale, fortement segmentée, est de diminuer la multiplication des programmes cloisonnés,
maladie par maladie, et déconnectés des caractéristiques communes à toutes les maladies chroniques. Un autre défi de taille est de prendre en considération les interactions entre les dimensions sanitaires et sociales des patients, pourtant au centre du défi des maladies chroniques. Pour exemple, l'impact des perturbateurs endocriniens sur les différentes maladies, ou encore le fait qu'un patient sur deux atteint d'une maladie chronique en général est peu compliant à ces traitements. Il est grand temps de reconstruire un système de santé, considérant ce qu'il y a de commun aux maladies chroniques, en prenant en charge l'individu plutôt que seulement sa maladie. Il est temps de passer d'une médecine prescriptive à une médecine intégrative. Si toutes les maladies que nous traitons sont des états pathologiques de nature aussi variée que physique, psychologique ou cognitive, elles sont appelées à durer. Les maladies chroniques retentissent sur la vie quotidienne, limitent fonctionnellement les activités ou la vie sociale de ceux qui en sont atteints. La dépendance vis-à-vis des médicaments, d'un régime particulier, d'une technologie médicale, d'un appareillage ou d'une assistance personnelle contraint aussi bien les patients que leurs aidants. La nécessité de soins médicaux ou paramédicaux, d'une aide psychologique, d'une adaptation des conditions de vie, d'une surveillance ou d'une prévention particulière, peut et doit s'inscrire dans un parcours de soins médico-social. Pour cela, il serait souhaitable d'organiser des parcours santé pour les patients atteints de maladies chroniques au même titre que les programmes d'éducation thérapeutique des patients déjà déployés sur notre territoire. Nous considérerions la santé émotionnelle, physique, psychologique, sociale, culturelle, environnementale et sexuelle de chaque patient en organisant son parcours d'accompagnement. L'évaluation de ces parcours santé et de leurs bénéfices est importante pour améliorer leur pertinence et les simplifier. Transformons nos prises en charge en favorisant la transdisciplinarité, la coordination des soins, l'utilisation des nouveaux outils numériques et en intégrant les patients eux-mêmes. À ce propos, l'Organisation mondiale de la santé a fixé comme objectif de réduire d'un tiers le taux de mortalité prématurée imputable aux grandes maladies chroniques d'ici 2030. Pour ce faire, il est important d'intervenir également sur des facteurs environnementaux et comportementaux. On estime que la baisse de 30% des décès prématurés évitables à 10 ans générerait un gain de 10% du produit intérieur brut. Que 1 euro investi en santé maintenant générerait entre 2 et 4 euros de gain à 10 ans. L'essentiel du bénéfice de la dépense en santé concernerait ce qui est fait en prévention. Prévention, puisque 80% des maladies cardiovasculaires sont évitables et 40% des cancers sont évitables. En agissant sur les mêmes cofacteurs de risque, le tabac, l'alcool, la sédentarité et le surpoids, espérons que des politiques ambitieuses investiront plus que les 3% actuels de nos budgets dans la prévention. Si le dispositif affection longue durée est équitable, il reste insuffisant. La meilleure gestion des maladies chroniques est également un défi social. En effet, elles affecteront près de 25% de la population active en 2025, entraînant un recul de l'âge légal de départ à la retraite et un vieillissement de la population active. Cela impacte déjà l'organisation du travail. Pour exemple, parmi les personnes en emploi au moment du diagnostic d'un cancer, moins de 55% garderont le même emploi 5 ans après. Le décloisonnement de la médecine de ville et hospitalière, autant que l'amélioration de la formation des soignants, médicaux et paramédicaux, seront indispensables. Donner et redonner un sens à nos métiers de soins fera partie des clés de la transformation. Valoriser la qualité de vie, de la même manière que la quantité de vie, est désormais un enjeu de société. Si nous considérions mieux la santé environnementale, nous améliorerions la santé collective. Pour exemple, on estime à 8 700 000 décès chaque année dans le monde, les décès dus à la pollution. C'est environ 70 000 décès par an en France. Si les 37 millions, années des Jeux Olympiques, de Français inactifs se mettaient ou remettaient à l'exercice physique, voire au sport, nous économiserions des dizaines de milliards d'euros. Prendre du recul sur les coûts sociétaux de nos modes de vie est aussi indispensable à la bonne prise en charge des maladies chroniques
qu'à notre économie sanitaire. L'obésité et le surpoids coûtent 20 milliards d'euros, quand le stress coûte 70 milliards d'euros, ou les troubles du sommeil probablement 100 milliards d'euros. Alors que la santé est un des postes de dépenses privilégiés de la France, 300 milliards d'euros par an, notre efficience passera par la réforme et la modernisation idéologique de notre assurance maladie. Pourra-t-on en faire une assurance santé ? Si l'assurance maladie a largement tenu ses promesses, les difficultés se sont progressivement accumulées, la bureaucratisation et les dépenses incontrôlées étant croissantes. Bâtie sur la promesse d'une justice sociale et de solidarité, la philosophie de « chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins » est plus que jamais désuète. À l'aune du développement exponentiel du quatrième âge, ainsi que des grands progrès médicaux, comment n'évoquer la sécurité sociale que comme un organisme payeur, plutôt que comme un pilier de la philosophie sociale ? La réforme de l'assurance maladie est celle de l'adaptation au changement. Pour relever les défis de demain, que sont l'accompagnement des effets de l'évolution démographique, la réduction des vulnérabilités et la protection sociale durable, le soutien au développement d'activités innovantes, la gestion des risques majeurs, repenser notre assurance santé est indispensable. Il faut cesser de considérer les patients comme des malades. À force d'identification et d'études, on a chronicisé des déséquilibres, mais aussi transformé des équilibres instables en maladies. Instables pour la science, mais pas forcément pour le patient. Il faut maintenant faire avec ces nouveaux malades, ces malades chroniques. À nous de repenser notre définition de la maladie. Comme le disait Georges Canguilhem, la maladie est une expérience d'innovation positive du vivant, et non plus seulement un fait diminutif ou multiplicatif. La maladie n'est pas une variation sur la dimension de la santé, elle est une nouvelle dimension de la vie. Pour passer d'une démocratie politique et sociale actuelle à une démocratie sanitaire dès demain, terminons avec l'adage « Tout homme bien portant est un malade qui s'ignore ». En lui préférant tout homme en meilleure santé est celui qui assume le mieux ses multiples équilibres de vie. Gageons que la pleine santé améliore notre bonheur intérieur brut, autant que l'absence de maladie améliore notre produit intérieur brut. Pour conclure, il nous faudra penser le changement culturel autant que les ressources à allouer aux maladies chroniques pour changer les choses. Le programme dans lequel nous nous sommes engagés ensemble, à l'Institut Raphaël et avec la chaire en santé intégrative au Conservatoire national des arts et métiers, et qui co-organise ce cycle de conférences, vise à offrir et évaluer à des patients touchés par des maladies chroniques des parcours santé d'accompagnement coordonnés, orientés vers un accompagnement nutritionnel, émotionnel, de l'activité physique, du bien-être et vers le retour à l'emploi. Nous souhaitons démontrer que toutes les fragilités induites par les maladies chroniques pourraient bénéficier de ces parcours santé au-delà des soins médicaux spécifiques qu'elles nécessitent. Que ce soit pour prendre en charge les handicaps d'un des 150 000 patients faisant un accident vasculaire cérébral chaque année, ou l'impact négatif des troubles du transit incessants, des 200 000 patients touchés par une maladie inflammatoire de l'intestin, nous ne pouvons nous contenter de prescrire des médicaments. Enfin, que ce soit pour remettre au sport l'un des 200 000 patients atteints de polyarthrite rhumatoïde ou faire reprendre du poids à une des 2 millions de personnes dénutries, nous ne pouvons nous contenter de soins techniques. Nous souhaitons tous mener un même combat pour une meilleure santé au-delà de la maladie, intégrant toutes ces dimensions. Puissent ces temps d'échange nous permettre aussi de promouvoir une nouvelle éthique du care, basée sur des attentions particulières, sur la disponibilité affective, sur la responsabilité émotionnelle, sur la considération du soi relationnel. L'altérité et la solidarité sont plus que jamais les valeurs cardinales qui doivent guider à nos actions collectives. Gardons notre esprit critique pour évaluer cela et nos doutes constructifs, car comme le disait le physicien David Gross, la science efface l'ignorance d'hier et révèle l'ignorance d'aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Donc en Suède, visiblement, ils vivent beaucoup plus longtemps que nous.
8 ans de plus, sont-ils en meilleure santé pour autant? Et que font-ils, eux? Merci Laure. Donc en fait, en espérance de vie, les pays occidentaux se valent. Mais on a une nouvelle donnée qu'on ne regarde pas dans l'espérance de vie, c'est l'espérance de vie en bonne santé. C'est-à-dire que si on vit 86 ans, mais qu'à 64 ans, on n'est plus autonome, et on est une charge lourde pour les siens, et on vit triste, c'est peut-être pas pareil. Donc en fait, le chiffre, c'est de dire qu'ils vont vivre 8 ans de plus en bonne santé. Mais pourtant, on passe de 600 et quelques lits pour 100 000 habitants à 200. C'est pas parce qu'on a musclé le nombre de lits à l'hôpital qu'on va forcément augmenter l'espérance de vie en bonne santé. L'organisation du système n'est pas la même. La part qu'on donne à la prévention, à la réhabilitation, la manière dont on utilise nos lits hospitaliers, c'est important. C'est pas plus on a de lits, plus on vit longtemps. Alors, ma question, c'est que j'ai noté un point important, à savoir le changement culturel. Mais il me semble qu'on n'est pas forcément aidé par l'industrie agroalimentaire, par exemple, parce que je pense que le point très important, c'est pour la santé, c'est l'alimentation, c'est ce que nous mangeons. Et lorsqu'on voit, par exemple, le taux de sucre dans les boissons sucrées, les sodas, etc., c'est pas forcément évident. Donc je pense que j'aimerais savoir qu'est-ce que vous entendez par, je terminerai par ça, par changement culturel. Je me semble que c'est une très grosse affaire. Merci. Merci. Vous avez raison. La culture, effectivement, c'est les arts, les lettres, les valeurs, mais également les modes de vie. Donc on y arrive. Il y a certainement des modes de vie qui nous permettraient de vivre en meilleure santé. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut que tout le monde soit sous régime crétois. On a quand même un des plus grands diabétologues français à nos côtés, et il nous donnera son avis. Mais effectivement, on a montré que si on consommait trop d'aliments ultra transformés, des régimes pauvres en fibres, si on ne mangeait pas assez de fruits et légumes, on a quand même la députée qui connaît le mieux la nutrition et la diététique dans ce pays à côté de nous. Voilà. Donc effectivement, la culture, ça va passer par les habitudes, les modes de vie, et de toutes les façons, pour transformer, il faut former.